Merci Madame de Metz pour votre introduction. Alors en effet, la conférence que je présente ce soir est une conférence sur Eugénie. Tout le monde connaît Eugénie. Néanmoins, j'aimerais vous présenter ce soir une vision personnelle d'Eugénie. Eugénie telle que je l'ai vue et Eugénie telle que je l'ai étudiée pendant des mois et des mois. Et nous avons eu un rapport extrêmement franc, nous aussi, entre nous. Donc laissez-moi vous présenter l'impératrice Eugénie. J'espère que vous la verrez après cette conférence d'une manière tout à fait différente. Alors je vais commencer par le commencement. Eugénie est la seconde fille de Don Cipriano et de Maria Manuela. C'est la fille d'un officier, du roi Joseph d'Espagne, la fille d'un franc bonapartiste, anticlérical, qui ne se sent pas totalement représenté dans l'Espagne des Bourbons. Et nous sommes face à quelqu'un qui est amoureux de l'épopée bonapartiste. D'ailleurs, vous le voyez, il a laissé quelques souvenirs de la bataille de Trafalgar et il porte le bandeau, entre autres. Il a eu le bras également abîmé ainsi que la jambe gauche. C'est également la fille de Maria Manuela, une femme extrêmement importante à la cour d'Espagne, qui a joué un rôle qui s'est davantage illustré par ses intrigues que par un rôle d'influence, disons. Donc, je vais m'intéresser à la jeunesse d'Eugénie tout d'abord et comprendre en quoi cette jeunesse a façonné l'Eugénie impératrice, Eugénie femme de pouvoir. Et nous voyons la vie d'Eugénie est faite d'abord de rencontres. Rencontre d'abord avec Prosper Mérimée. Don Prospero voyage en Espagne. Son voisin de Calèche est un certain quelqu'un qui se fait appeler Don Prospero. Il dit qu'il vient pour assister à une pièce de théâtre en Espagne. En fait, il écrit une pièce de théâtre. Il est amoureux de l'Espagne. Et Don Cipriano et Don Prospero sympathisent, et ils symbolisent à tous deux la France et l'Espagne, puisqu'à l'époque, les deux nations se font face. La France regarde l'Espagne, regarde ses traditions, regarde les femmes espagnoles. Quant aux Espagnols, ils regardent en la France cette terre de la liberté, cette terre de l'égalité, ce mélange de répulsion avec l'épopée bonapartiste et les séquelles qu'elle a laissées, et ce mélange d'admiration parce que l'Espagne ne connaît pas toutes les avancées apportées par la Révolution. Et donc Prospero va rencontrer les deux filles, Francesca, la première, qu'on va appeler Paca, et Eugénia. Don Prospero sera celui qui lui apprendra la langue française. Il aura beaucoup de travail car Eugénie n'est pas une élève docile. C'est lui également qui invitera Eugénie dans le Paris de Louis-Philippe, le Paris de Balzac, le Paris des parvenus, des demi-mondains, le Paris encore pas très propre, avec ses rues sinueuses. C'est lui aussi qui fera rencontrer Eugénie avec Rachel, l'actrice Rachel. Et vous connaissez tous cette phrase de l'impératrice: « Je voulais être actrice, je n'ai pas eu de chance, je suis devenue impératrice. » Elle voulait devenir actrice en écoutant Rachel, interprétant les tragédies de Racine, et elle gardera de cette expérience ce sens du théâtre qui lui sera indispensable lorsqu'elle sera aux Tuileries, lorsqu'elle sera impératrice. Et nous le verrons, Eugénie n'a jamais hésité à mettre du théâtre dans sa vie. Une autre rencontre à présent, Stendhal. Eugénie est née en Espagne, mais elle a principalement grandi en France. Maria Manuela étant noble, étant la femme d'un grand d'Espagne, tenait salon à Paris. Et elle tenait à avoir sa propre cour. Mérimée était un membre quasi permanent. Il était à cette époque-là inspecteur des bâtiments de France et il se battait d'ailleurs contre ceux qui rénovaient les châteaux français.
Il disait d'ailleurs que les réparateurs sont parfois plus dangereux que les destructeurs. Donc Mérimée faisait une véritable guerre pour la survie des monuments en France. Et elle va rencontrer un autre personnage, Monsieur Bayle, comme elle l'appelle, et elle ne cessera jamais de l'appeler Monsieur Bayle. Et elle dira également, c'est le premier homme qui a fait battre mon cœur. Elle était encore jeune dans ce Paris de Balzac. Monsieur Bayle n'était pas l'auteur à succès que nous connaissons et dont nous avons l'image. Et il aimait profondément les deux sœurs. Chacune était sur ses genoux et il leur racontait l'épopée bonapartiste. Et Stendhal n'a jamais oublié de faire remarquer à Eugénie qu'elle était née un 5 mai, jour de la mort de l'empereur. Et ceci va profondément la marquer. Et autre chose qui la marquera à vie, c'est le siège d'Iéna et aussi l'expérience de Sainte-Hélène. Et nous voyons déjà à quel point Eugénie est, bien avant de le savoir, bien avant de grandir, déjà impliquée dans l'épopée bonapartiste. Et sans le savoir, elle épousera le neveu. Avec M. Bayle, il lui arrive souvent de parcourir les rues. Il prend les deux sœurs par la main, ils vont dans des boutiques, manger des pâtisseries. Enfin, elle garde un souvenir extrêmement ému de ce personnage, tout à fait fascinant. Et M. Bayle gardera aussi un grand souvenir de ces deux femmes. J'en veux pour preuve, de ces deux filles, pardon. J'en veux pour preuve, dans la Chartreuse de Parme, avec la Chartreuse de Parme, commence par l'entrée de Napoléon à Turin, 1796. C'est le premier épisode du livre. Deuxième épisode du livre, la bataille de Waterloo, lorsque le personnage principal, Fabrice, se rend à Waterloo. Et il y a une note de bas de page. Et cette note de bas de page indique « Para vosotros, P et E ». P, Paca, E, Eugénia. Donc l'impératrice Eugénie est tout de suite impliquée dans l'œuvre de Stendhal. Stendhal a fait dicter la Chartreuse de Parme en 53 jours et il pensait à Eugénie, il pensait aux soirées, au moment où il dictait cette bataille de Waterloo. Ceci va profondément la marquer. Et c'est très important de débuter la vie d'Eugénie en parlant de Bonaparte, car toute sa vie sera tournée vers la construction de cette épopée bonapartiste. Donc, de sa mère, elle a gardé un sens du protocole. De son père, qu'elle aimait tant, le sens chevaleresque. Avec Mérimée, elle a appris le français. Elle a appris également l'histoire avec M. Bayle. Elle a appris à être une femme du monde. Elle a appris à être en représentation, à être une actrice, ce qui lui sera très utile ensuite. Donc la jeunesse d'Eugénie est faite de rencontres qui seront extrêmement formatrices, et qui vont l'accompagner jusqu'à sa mort en 1920. Je passe également la rencontre avec Napoléon III. Vous la connaissez. Napoléon III tombe amoureux, alors qu'il n'est que président de la République, de cette jeune Espagnole accompagnée de sa mère. Eugénie est une ambitieuse. Elle va en quelque sorte, mettre en place un mélange à la fois de distance avec Napoléon III, mais aussi de proximité. Et c'est ce mélange-là qui va faire que l'empereur sera piqué au vif. Un soir, Napoléon III veut la demander en mariage. Ce n'est pas tout de suite les idées qu'il avait eues en tête. Tout le monde se souvient aussi de cette phrase célèbre. Napoléon III demande à Eugénie le chemin pour aller à sa chambre. Elle lui répond que ce chemin mène par la chapelle. Tout de suite, les choses sont posées. Pourtant, la famille de Napoléon déplore cette attirance. Mais la petite de Montiro, comme on l'appelait, on en fait une maîtresse, mais on n'en fait pas une impératrice. Un Bonaparte doit épouser une princesse étrangère, et non une comtesse, bien qu'elle ait 2 fois grande d'Espagne, par son père. À une soirée, Eugénie tente un dernier coup de maître.
elle prétexte de défaillir en quelque sorte et dit à l'empereur qu'elle se rendra quelque temps à Bayonne pendant plusieurs mois. L'empereur ne pouvant supporter plus longtemps et devant le fait accompli, c'est ce soir ou jamais qu'il fera sa demande en mariage. Et contre toutes les opinions, Napoléon III demande Eugénie en mariage. Ainsi commence le règne d'Eugénie. Eugénie était une passionnée de politique extérieure, nous le verrons. Mais ses premières actions concernent la politique intérieure. D'où ma problématique. J'ai remarqué qu'Eugénie n'était pas une impératrice populaire, et ne l'a pas été. Vous avez vu le titre de ma conférence. Après l'autrichienne, l'espagnole. La connotation est la même. Or, pourquoi fut-elle l'espagnole? Du point de vue de la politique intérieure, elle est irréprochable. Mais c'est avec la politique extérieure que tout va se jouer. Donc, je pars de cette problématique. Pourquoi Eugénie fut-elle impopulaire? Pourquoi y eut-il eu un rendez-vous manqué avec les Français? Donc je vais commencer par la politique intérieure. Eugénie est en totale adéquation avec Napoléon III, avec son mari, sans même le savoir. Très jeune, elle avait déjà son avis politique et elle n'hésitait pas à le faire savoir. Elle a lu l'œuvre de Napoléon III, qu'il a rédigée à la forteresse de Ham, de l'extinction du paupérisme. Elle l'a lu sans même savoir qui en était l'auteur. Ses vues sont en adéquation avec celles de l'empereur. Et tous deux sont des fervents défenseurs de la politique sociale chrétienne. Ainsi, Eugénie commence sa carrière politique au moment même où elle se marie. Et cette carrière débute très mal. Elle est amie des membres de la famille impériale et la cour est fort surprise de cet oiseau des îles, comme elle l'appelait, cet oiseau des îles insaisissable. On l'a dit beaucoup trop belle, cette beauté ne peut être que provocante, on ne peut pas être belle à ce point à l'époque, c'est ce qu'on pensait. Elle n'a aucun esprit d'ailleurs, c'est ce qu'on entend dire dans les salons. Les salons de Paris étaient franchement orléanistes, donc très peu ouverts à toute perspective de mariage avec une Espagnole et surtout entre une Espagnole et un Bonaparte. On l'a dit aussi presque sotte. Comme elle est rousse, on voit un lien avec le diable. Enfin bref, les insultes pleuvent. À peine a-t-elle franchi le portique de la cathédrale pour aller épouser Napoléon III, elle est déjà rejetée par une partie de l'opinion. Une partie seulement, puisque d'autres verront, comme Dumas fils, le triomphe de l'amour sur la raison d'État, le triomphe de la jeunesse sur ce que le couple précédent représentait. Louis-Philippe a épousé Marie-Amélie, formé un couple bourgeois, ils avaient 8 enfants. Là, on a une femme qui est jeune, on n'a pas encore d'enfants. Comme l'ont fait remarquer certains historiens, c'est un couple qui apparaît comme dynamique. Donc déjà, elle divise profondément par sa façon d'être, par la théâtralité qu'elle met dans sa tenue, mais aussi par le rôle qu'on pressent qu'elle va jouer en quelque sorte. Eugénie donc partage les vues de Napoléon III et sera extrêmement attentif au sort des nécessiteux. Si vous voulez avoir un rendez-vous avec l'impératrice le matin, sachez que ce n'est pas possible. Le matin, personne ne sait où elle est, à part les gardes et les femmes d'honneur. Où est-elle? Bien, c'est bien simple, elle s'occupe des nécessiteux. Elle n'est pas au palais. Elle met la première robe venue, une robe noire, souvent la plus sobre possible, et elle se rend dans les rues de Paris. Elle se rend dans le Paris qui souffre. Vous avez ici une illustration qui date de 1831. Bon, nous sommes 25 ans avant les faits, mais le choléra sévissait encore à Paris à cette époque. Et voyez l'illustration, cette personnification du choléra avec la bête qu'il tient entre les mains. Eugénie pense pouvoir améliorer le sort
des ouvriers, le sort de ceux qui souffrent dans Paris. Elle sera une fervente admiratrice d'Haussmann, de son action, bien qu'Haussmann soit protestant, ce qui a un mauvais point dans son esprit. Aussi, elle mettra en place les fourneaux économiques, autant dire que c'est l'ancêtre des Restos du Cœur, 1 million de repas distribués par jour. Aussi, elle s'occupera de la société maternelle. On oublie souvent que cette société maternelle a été créée par Marie-Antoinette pour venir en aide aux orphelines, aux filles mères et aux femmes tout simplement qui souffrent. Eugénie pense aussi pouvoir marquer les esprits dans ses œuvres caritatives. Elle en fait souvent. L'opposition pense que c'est là bien peu de choses, que c'est obligé pour une reine de faire des œuvres caritatives. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'Eugénie s'implique sans cesse pour avoir l'illusion de rendre la vie des gens meilleure. Rappelons qu'elle fait partie de cette génération de 1848. Elle est encore bercée par ce romantisme, cette illusion. Aussi, Eugénie sera l'impératrice protectrice. Vous connaissez les trois personnes en haut. Bon, Flaubert, Charles Baudelaire, Marie-Victoire Baudier est en bas, et George Sand. Deux points communs entre les deux premiers personnages. Flaubert et Baudelaire seront accusés par le même Monsieur Pinard, c'est un nom facile à retenir, qui sera le procureur et qui les accusera d'atteinte contre la morale et les bonnes mœurs, avec Madame Bovary et avec les Fleurs du Mal. Et Eugénie s'est passionnée pour la défense de ces deux hommes. Elle s'est passionnée pour la défense de Flaubert et aussi pour celle de Baudelaire. Elle n'a pas joué un rôle dans son acquittement, mais Eugénie parviendra à faire en sorte que l'amende de Baudelaire soit la moins forte possible. Mais ça ne suffira pas. Vous savez que Baudelaire, après le procès, après l'acquittement, sera vu dans une brasserie avec une chemise sans col et le crâne rasé, deux symboles de la guillotine. Donc c'est comme ça qu'il l'a vécu. Il avait pourtant écrit une lettre à Eugénie. Eugénie a fait en sorte que l'amende soit moins forte, mais ça n'a pas été suffisant et certains poèmes ont été censurés. Pourquoi ai-je mis George Sand et Marie-Victoire Baudier? Eugénie est une femme résolument moderne. Elle soutient la cause féministe qui n'est pas en inadéquation avec le saint-simonisme qu'elle soutient. Elle soutient la candidature avortée de George Sand à l'Académie française et sera un soutien indéfectible de Marie-Victoire Baudier, première femme à se présenter au baccalauréat. Voilà, c'est à cette époque. Elle remettra la Légion d'honneur à plusieurs femmes illustres, Claudel et aussi Rose Bertin. J'en viens à ma transition. Donc nous avons vu la politique extérieure. J'aimerais à présent vous lire un texte que j'ai emprunté à Jean Descartes dans cette magnifique biographie sur Eugénie. Alors, je vais faire la lecture. Nous sommes au lendemain de l'affaire du Mexique. Je vais en parler après. Le lendemain matin, Napoléon III, le teint cireux, reçoit, comme chaque jour, M. Irvoy, chef de la police secrète, équivalent actuel des renseignements généraux. Il vient présenter son rapport quotidien sur l'état d'esprit de l'opinion. Que dit le peuple? Demande Napoléon III. Le haut fonctionnaire répond: le peuple ne dit rien, sire. On parle de l'affaire du Mexique qui a été un désastre total. L'empereur, qui a l'habitude de jauger les silences de ses interlocuteurs, n'est pas dupe. Vous ne me dites pas la vérité, répond-il. Eh bien, sire, si vous tenez à le savoir, ce n'est pas le peuple seulement, mais la nation entière qui est profondément indignée et écœurée des résultats de cette malheureuse guerre. On les commente partout et dans le même esprit.
On dit que c'est la faute de Napoléon Latéron. La faute de qui? Monsieur Irvois hésite. Il répond: Sire, du temps de Louis XVI, on disait c'est la faute de l'Autrichienne. Oui, continuez, dit Napoléon III. Sous Napoléon III, on dit c'est la faute de l'Espagnol. Comment comprendre qu'Eugénie, femme dévouée, femme charitable, profondément catholique, qui représente la pureté dans ce Second Empire, qui n'a pas toujours donné l'image d'un modèle d'un régime de vertu. Comment comprendre que cette femme qui mérite les honneurs soit réduite à cette insulte qu'est l'espagnol? Nous allons comprendre en étudiant à présent la politique extérieure. Nous l'avons vu, Eugénie tient à la fois de Philippa de Hainaut, c'est une reine d'Angleterre que j'aime beaucoup, c'est elle qui sauva la vie des bourgeois de Calais. Pensez à Baudelaire, pensez à Flaubert. Eugénie sauvera la vie aussi de tous ceux qui ont tenté non, elle n'arrivera pas justement, elle n'arrivera pas à sauver la vie de ceux qui ont tenté d'assassiner l'empereur, mais elle a toujours voulu que les âmes soient sauvées, parce qu'elle se sent détentrice d'une mission, justement. Donc elle tient de cette reine d'Angleterre, Philippa de Hainaut, qui sauva les bourgeois de Calais. Par sa vertu, par sa piété, c'était irrésistible pour moi de faire un rapprochement avec Marie Lesinska. On pourrait aussi faire un rapprochement avec toutes les maîtresses qu'a eu Napoléon III. Eugénie a tout accepté, en la tête haute, toujours fière, comme Marie Lesinska. Alors pourquoi attribuer à Eugénie l'image de Marie-Antoinette, l'image de cette femme frivole, dépensière? Pourquoi donc? Concernant la politique extérieure, l'Espagne sera la première des préoccupations pour Eugénie. Alors je me dois de faire un point historique. L'année 1700 a été une année assez importante pour la diplomatie française, puisque Louis XIV voulait faire de son petit-fils le roi d'Espagne. Et la diplomatie française a fait pression sur le Conseil des ministres espagnol. Le Conseil des ministres accepte la présence du duc d'Anjou sur le trône. Et Louis XIV a cette réflexion que j'aime beaucoup: il n'y a désormais plus de Pyrénées. Et d'ailleurs, Philippe V, donc petit-fils de Louis XIV, fera de l'Espagne une seconde France. Et cela passe par les institutions, puisque l'Espagne sera désormais, avec Philippe V, dotée de la loi salique. Aucune femme ne pourra monter sur le trône. Ça ne posa pas de problème durant à peu près une centaine d'années, jusqu'au moment où Ferdinand VII, que vous avez ici, monte sur le trône. Au bout de 3 mariages, au bout de nombreuses fausses couches, il n'arrive pas à avoir d'héritier. Et il n'a qu'une fille qui a 3 ans, qui est Isabelle, que vous avez ici. La dernière femme de Ferdinand, Marie-Christine, est une ambitieuse. Elle veut que son mari casse la loi salique pour être régente, car on pressent la fin de Ferdinand VII assez proche. Ferdinand se plie à la demande de sa femme, il meurt peu de temps après, Isabelle devient reine à 3 ans, et donc sa mère, Marie-Christine, prend la régence. Alors où est le problème? Certains Espagnols sont très attachés à la loi salique. S'il y a loi salique, Isabelle n'a pas le droit au trône, et le trône revient à Charles, le frère de Ferdinand. Ainsi, 2 partis vont se créer. Ceux qui soutiendront Marie-Christine la régente et Isabelle la reine, et ceux qui soutiendront Charles. Et ces derniers sont les carlistes. Et ces 2 camps vont se mener une guerre civile qui durera durant de très nombreuses années et qui plongera l'Espagne dans un désarroi total qui l'amènera jusqu'à la guerre civile de 1936, parce que l'Espagne connaît un déclin profond à cette époque. Donc, l'Espagne est une terre de guerre civile.
Eugénie a grandi pendant cette guerre civile. Elle garde de l'Espagne le souvenir d'une nation à feu et à sang, mais elle est profondément attachée à cette nation parce que c'est la nation du père. Et Eugénie adore profondément son père. Eugénie est consciente que sa mère préfère sa sœur, Paca. Et l'inégalité de traitement entre les deux filles sera absolument abominable. Donc, Eugénie se sentira très proche de ce père. Et il y a un effet synecdotique entre le père qui représente l'Espagne. Donc, l'Espagne sera le souci numéro 1. Et s'il y a bien un ambassadeur d'Espagne à la cour de Napoléon III, c'est Eugénie. Elle sait tout de l'Espagne. D'abord parce que sa sœur a épousé le duc d'Albe. Et le duc d'Albe est les membres de la famille d'Albe furent toujours des personnages extrêmement importants à la cour. Et lorsque Eugénie parle de politique à sa sœur, elle sait très bien que sa sœur va en parler au duc d'Albe. Pourquoi? Parce que sa sœur a épousé le duc d'Albe. C'est d'ailleurs très touchant comme anecdote. Eugénie était amoureuse de ce duc d'Albe. Mais sa mère voulait que ce soit sa sœur aînée qui l'épouse. Or, et pour ne rien arranger, le duc d'Albe est amoureux des deux sœurs, à part égale, et il n'arrive pas à faire un choix. Eugénie, très théâtrale, c'est Bérénice renonçant à son amour pour Titus, écrit une lettre au duc d'Albe en lui disant « Je vous laisserai seule avec ma sœur, vous serez heureux, vous aurez plein d'enfants, moi je me retire, je vais me faire religieuse. » Et avant d'être actrice, elle voulait être religieuse. Et sa mère en était extrêmement inquiète. Mérimée a dit « Attendez les 16 ans ». Elle a rencontré M. Bayle et on a bien vu qu'elle ne sera pas religieuse. Tout cela pour dire qu'Eugénie a une foi inébranlable. Et elle mettra toujours du religieux dans le politique. C'est très important pour la suite. En quoi Eugénie sera importante pour l'histoire de l'Espagne? Simplement, elle veut que l'Espagne sorte de son isolement en Europe et elle pense que cela passera par la participation de l'Espagne dans les affaires européennes. Et elle n'arrivera pas, malheureusement, à convaincre l'Espagne de se mêler aux guerres de l'Empire. Et elle n'arrivera pas non plus à sortir l'Espagne de cet effondrement qui connaîtra son acmé en 1898, lorsque l'Espagne perdra sa dernière colonie, Cuba. Et d'ailleurs, il y a eu la génération des auteurs, ça s'appelle la génération de 98, et c'est une génération qui se sent profondément humiliée par la vie et qui pense que l'Espagne ne se relèvera pas. Je pense à un auteur qui s'appelle Miguel de Unamuno, qui a rédigé un des chapitres de ses livres, La Voluntad Nacional, la nullité nationale. Donc on voit bien dans quel état d'esprit sont les Espagnols. Et ce sera un déchirement pour Eugénie. Mais l'initiation politique se fera avec la guerre de Crimée. La guerre de Crimée qui n'a pas souvent été acceptée. Comme disait Victor Hugo, Napoléon III commence par 1812. Bref, Eugénie est toute jeune mariée lorsque la guerre éclate. Et Napoléon III veut en faire une femme politique qui saura l'épauler. Napoléon III gouverne seul. Il n'a jamais voulu une monarchie à deux têtes. Mais il tient quand même à ce que sa femme ait un poids dans les affaires extérieures. Eugénie a toujours donné son avis, elle pense toujours qu'elle est seule face au monde. Avec Napoléon III, les règles du jeu changent. Elle apprend l'art de la feinte. Elle apprend à dissimuler ses émotions, car c'est très important en politique. Il faut qu'elle garde cet esprit de représentation, mais il faut aussi qu'elle paraisse impénétrable. La stature du pouvoir. Et elle va l'apprendre avec l'expérience de la guerre de Crimée. Elle sera tout de suite, elle pense évidemment à la religion. La guerre de Crimée a des motifs, ce ne sont pas les motifs principaux, mais aussi des motifs religieux, puisque la France protège le Levant, ainsi que les chrétiens d'Orient. Et elle va se passionner pour, justement, ce sort des chrétiens d'Orient. Là où aussi son rôle sera majeur.
L'affaire d'Italie. L'Italie est totalement morcelée à l'époque. Napoléon III et Cavour pensent pouvoir redonner à l'Italie son unification. Or, Eugénie, au début, pense que l'unification de l'Italie est une honte, puisque unifier l'Italie ne signifie pas protéger le pape. C'est ce que disait Napoléon Ier. Napoléon Ier pensait que les papes, durant toute l'histoire de la papauté, ont favorisé les divisions en Italie pour justement garder un contrôle au centre de la péninsule. Vous avez en bleu les États pontificaux. Ils sont au centre, entre le royaume des deux Siciles et entre cet État d'Italie qui a failli être unifié par Napoléon Ier. Et Napoléon Ier disait « Il me faut 20 ans pour unifier ces gens qui ne cessent de se diviser ». Or, Cavour et Napoléon III pensent que ça y est, l'Italie est mûre pour l'unification. Mais cela implique de prendre les États pontificaux. Or, pour Eugénie, c'est inacceptable. D'ailleurs, lorsqu'on lui en a parlé, elle s'est levée, elle a quitté le Conseil des ministres et est retournée dans sa chambre. Ce geste a eu un impact extrêmement fort auprès des ministres, puisque c'est avant tout la souveraine. Elle donne son avis lors du Conseil des ministres. Elle pose des questions. On ne lui donne pas toujours la réponse, mais elle pose des questions. Et l'affaire d'Italie sera sa première vraie expérience politique, puisque l'empereur ne sera plus dans la capitale et elle deviendra régente. Donc de jour en jour, Eugénie devient de plus en plus l'impératrice des Français. Elle prendra son rôle très à cœur. Elle lit toutes les dépêches, elle souligne, elle surligne, elle classe, elle fait des dossiers, elle apprend certaines dépêches par cœur. Elle sait aussi que Napoléon III est très négligent avec les papiers. Le soir, lorsqu'il n'est plus là, elle s'introduit dans le bureau, elle fouille la poubelle, elle reprend tous les papiers, elle les met donc sur son bureau. Lorsque Napoléon III déchire des papiers, elle les reconstitue. Enfin bref, elle tient son rôle vraiment à cœur. À la fois, elle a envie de bien faire, mais elle sait aussi qu'elle a très peu d'expérience. Donc elle met tous les atouts de son côté. Mérimée nous rapporte aussi qu'un beau jour, elle a appris la Constitution par cœur, pour être imbattable, car elle sait qu'après le Conseil des ministres, des fauves de la diplomatie lui poseront des questions embarrassantes pour la discréditer. Or, elle fera tout pour être vraiment la régente de France. C'est avec l'expérience italienne qu'elle devient une impératrice régnante. Et elle pense à deux choses. Elle pense à Blanche de Castille, régente sous Louis IX, une reine extraordinaire, une reine qui a su sauver la France. Elle pense à Blanche de Castille, elle veut se mettre dans les pas de Blanche de Castille. Elle pense aussi à Anne d'Autriche, donc deux reines extrêmement importantes. Mais elle ne peut s'empêcher de penser à trois personnages qui l'obsèdent. Marie Stuart, Charles Ier d'Angleterre et Marie-Antoinette. Point commun entre les trois, ils ont été tous décapités. Donc déjà, elle a peur du pouvoir. Ça la fascine, mais elle en a extrêmement peur. Et toute la vie d'Eugénie sera ce mélange de peur et d'envie de bien faire. Elle veut marquer l'histoire de France. Pourquoi cette peur? Eugénie aura très peur des secousses. Elle est née le jour d'un tremblement de terre. Donc elle a peur des orages, elle a peur des tempêtes, et on peut aussi transformer ça en métaphore. Elle aura toujours peur des mouvements de foule et peur des révolutions, comme si elle pressentait ce que Émile Ollivier